Mardi 14 mai 1963, 7 navires de guerre et un porte-avions américain avec 2500 marines à bord se trouvaient dans les eaux haïtiennes. Des soldats de l'armée dominicaine se trouvaient à la frontière et menaçaient d'attaquer Haïti. Les responsables américains ont confirmé que 8 réservations pour des officiels haïtiens avaient été faites avec Algérie comme destination finale, transitant par Curaçao, New York, Paris. Les leaders haïtiens Daniel Fignolet et Louis Desjoie forment un gouvernement en exil, mais le président américain John Fitzgerald Kennedy a son propre plan. Après le départ de François Duvalier, un gouvernement de 3 à 5 personnalités proches des Américains prendra le pouvoir en Haïti le 15 mai. Le général Jean-René Boucicaut, en exil en Jamaïque dans un message radio, s'adressera à la nation haïtienne pour annoncer le nouveau gouvernement. Était-ce la fin du régime de Papa Doc? Kennedy avait-il finalement eu raison de Duvalier, qui n'avait pas sa place dans sa vision de l'Amérique latine? Nous aurons plus de détails sur ces événements dans ce nouvel épisode sur l'histoire d'Haïti. François Duvalier est né le 14 avril 1907 à Port-au-Prince. Il était le fils de Duval Duvalier, juge de paix, et de sa femme, Ulycia Abraham, ouvrière en boulangerie. Ses parents faisaient partie de la classe moyenne noire d'Haïti. L'occupation d'Haïti par les États-Unis à partir de 1915 a été marquée par le racisme et la violence. Cela influencera profondément le jeune Duvalier et ses futures opinions politiques. Il critique le contrôle de l'élite mulâtre sur la politique et l'économie du pays. Il adhère aux idéologies panafricaines et s'implique dans la négritude, le mouvement noiriste initié par l'auteur haïtien Jean Price Mars, puis co-lance la revue Les Griots en 1938. Duvalier excellait dans ses études. Il a obtenu un diplôme en médecine de l'Université d'Haïti en 1934, puis a terminé ses études à l'École supérieure de santé publique de l'Université du Michigan, bénéficiant d'une bourse destinée à former des médecins noirs des Caraïbes à soigner les soldats afro-américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Duvalier s'est spécialisé dans la médecine tropicale et la santé publique, se concentrant sur le contrôle des maladies contagieuses telles que le typhus, le pian et le paludisme. Il voyageait à travers Haïti pour s'occuper des pauvres paysans qui l'appelaient affectueusement Papa Doc. Le 27 décembre 1939, il épouse Simone Ovide et le couple a 4 enfants, Marie-Denise, Nicole, Simone et Jean-Claude. Duvalier s'engage également en politique. Il a travaillé en étroite collaboration avec le président Dumarsais-Estimé, un confrère noiriste, et a été ministre de la Santé et du Travail sous son administration. Cependant, en 1950, après le renversement d'Estimé lors d'un coup d'État orchestré par Paul Magloire, Duvalier entre dans la clandestinité. En 1956, Duvalier réapparut et annonça sa candidature à la présidence. Sa campagne s'est concentrée sur le nationalisme noir et il a promis de mettre fin à la domination de l'élite mulâtre personnifiée par son principal adversaire, Louis Desjoie. Il a attiré une large coalition de partisans, y compris les pauvres des villes, les paysans ruraux et les membres de la classe moyenne noire. Les élections sont prévues pour le 22 septembre 1957 et Duvalier prédit déjà sa victoire. Le 22 était son nombre porte-bonheur.
On soupçonnait que l'armée allait prendre le contrôle des élections en faveur de Duvalier. Cela a conduit le candidat modéré indépendant, Clément Jumel, à abandonner la course. De plus, Daniel Fignolet, ancien chef de l'État et figure populaire parmi les Noirs pauvres, a été jugé inéligible pour être candidat. Il a été exilé quelques mois avant les élections dans des circonstances mystérieuses. Au final, Duvalier a remporté l'élection présidentielle et ses partisans sont également sortis vainqueurs des élections à la Chambre des députés. Le 22 octobre 1957, il prête serment et devient le nouveau président d'Haïti. Je suis médecin, habitué à parcourir, à faire 8 heures de cheval par jour, traversant les plus hautes montagnes du pays pour apporter les soins médicaux aux braves paysans. Et ce sont ces braves paysans qui m'ont tenu bon compte et m'ont élu président de la République. Le docteur François Duvalier avait une assez bonne réputation. Il était un homme décent et honnête et semble être un excellent choix pour le président d'un pays qui avait désespérément besoin d'un bon leadership. Le gouvernement américain le considérait comme un leader amical. Il a étudié la santé publique à l'Université du Michigan en 1943 et a participé activement à une campagne parrainée par les États-Unis pour contrôler la propagation des maladies tropicales contagieuses. Mais les mauvais signaux n'ont pas tardé à arriver. Duvalier commençait à montrer son intolérance envers ses adversaires politiques et qu'il voulait plus de pouvoir. L'administration de Dwight Eisenhower a commencé à peser le pour et le contre du soutien au régime. Malgré ses violations des droits de l'homme, sa mauvaise gestion économique et ses tirades anti-américaines occasionnelles, la Maison-Blanche n'avait pas grand désir de contrarier Duvalier et favorisait la stabilité en Haïti plutôt que la justice sociale. Et quant à 700 km de Port-au-Prince, un révolutionnaire communiste du nom de Fidel Castro prend le pouvoir à La Havane, à Cuba, au nez et à la barbe des Américains le 1er janvier 1959, il devient même impératif de soutenir Duvalier qui est un farouche anticommuniste. Ainsi, durant les 2 dernières années de la présidence d'Eisenhower, Duvalier réussit à obtenir une aide importante des États-Unis. Mais le ton va changer. So help me God. Un jeune sénateur démocrate idéaliste du nom de John Fitzgerald Kennedy prêtera serment le 10 janvier 1961 à Washington pour devenir le prochain locataire de la Maison-Blanche. Au début de l'administration du président Kennedy, il y avait 2 points de vue majeurs opposés sur la façon d'aborder la relation avec Duvalier. Le premier groupe était mené par le secrétaire d'État Dean Rusk et l'ambassadeur des États-Unis en Haïti, Robert Newbegin. Ils pensaient qu'il était dans l'intérêt des États-Unis de continuer à soutenir Duvalier malgré son régime dictatorial. Ils ont soutenu que, malgré la nature féroce du régime de Duvalier, les enjeux géopolitiques pendant la guerre froide nécessitaient le soutien des États-Unis pour empêcher une éventuelle prise de contrôle communiste similaire à la révolution de Castro à Cuba. Leur inquiétude était qu'un vide de pouvoir après la chute potentielle de Duvalier pourrait inviter l'intervention de factions communistes préjudiciables aux intérêts américains. Le deuxième groupe, défendu par Adolphe Augustus Berle Jr., a plaidé pour une cessation complète du contact avec Duvalier et pour saper activement son pouvoir. Berle, expert en politique latino-américaine et chef d'un groupe de travail évaluant les relations interaméricaines, a encouragé le président Kennedy à s'appuyer sur l'opposition au régime de Duvalier comme une alternative viable et à œuvrer pour retirer Duvalier du pouvoir. Ainsi, la politique de Kennedy envers Duvalier sera une sorte de mélange de ces 2 approches. L'objectif était maintenir Haïti dans le camp américain et vivre avec Duvalier, tout en cherchant une meilleure alternative. Mais cette alternative ne viendrait pas de l'opposition en exil, mais de l'armée haïtienne. L'opposition haïtienne était perçue comme trop désorganisée, fragmentée, et on ne pouvait pas lui faire confiance car de nombreux opposants à Duvalier chérissaient l'idéologie marxiste. L'armée haïtienne, en revanche, était entraînée par les Américains et son leadership était pro-américain. Et c'est ce que Duvalier a compris très tôt dans sa présidence. Il ne faisait pas confiance à cette armée créée pendant l'occupation américaine et qui est dirigée par des officiers formés aux États-Unis. C'est pourquoi, en 1959, pour garder sous contrôle l'armée régulière, il crée sa propre police secrète, composée de ses fervents partisans, la milice des volontaires de la sécurité nationale communément appelée Tonton Macoute.
En 1961, la milice est 2 fois plus nombreuse que l'armée et Duvalier n'hésite pas à donner à sa police secrète une partie du matériel et des armes militaires des États-Unis destinées à l'armée régulière. Après son investiture, l'un des principaux objectifs de la politique étrangère de Kennedy était d'isoler Cuba. En mars 1961, Kennedy lance un programme appelé Alliance pour le progrès afin d'établir une coopération économique entre les États-Unis et l'Amérique latine. Therefore, I have called on all people of the hemisphere to join in a new alliance for progress, Alianza para Progreso, a vast cooperative effort, unparalleled in magnitude and nobility of purpose, to satisfy the basic needs of the American people for homes, work, and land, health, and schools, techo, trabajo, y tierra, salud y escuela. Le programme faisait partie de la stratégie de Kennedy dans le contexte de la guerre froide. Il visait à contrer la menace d'expansion communiste en Amérique latine, en particulier après la révolution cubaine, en promouvant des réformes sociales, politiques et économiques. L'idée était d'améliorer le niveau de vie, de promouvoir la croissance économique et de favoriser la démocratie pour saper l'attrait des idéologies communistes. Le programme a été signé lors d'une conférence interaméricaine en Uruguay en août 1961. Pendant ce temps, Duvalier s'affairait à consolider son pouvoir en violant les dispositions de la Constitution de 1957. D'abord, le 8 avril 1961, il a remplacé la législature bicamérale par un corps unicaméral. Puis, alors que son mandat devait expirer en 1963 et que la Constitution interdisait sa réélection, il organise une nouvelle élection présidentielle le 30 avril dont il est le seul candidat. Avec 100% des voix, il est élu président pour 6 ans de plus. En réponse aux actions de Duvalier, Kennedy a rappelé l'ambassadeur américain Newbegin le 14 mai avant l'installation de Duvalier le 22 mai. Dans les années qui suivirent, aucun ambassadeur américain ne prit part aux célébrations de cette date que Duvalier avait dénommée « Journée de la souveraineté nationale ». Le lendemain de l'investiture de Duvalier, Wimberley Coher, le secrétaire adjoint par intérim pour les affaires interaméricaines, a suggéré que les États-Unis devraient rétablir des relations de travail avec Duvalier et renvoyer discrètement l'ambassadeur Newbegin en Haïti. Compte tenu de l'échec récent de la baie des Cochons à Cuba le 17 avril, il a été jugé préférable d'éviter de nouveaux conflits dans les Caraïbes. Malgré quelques éléments communistes actifs en Haïti, Newbegin a rassuré le département d'État qu'une insurrection communiste était peu probable, mais une politique anti-Duvalier intransigeante pourrait pousser Duvalier vers les communistes. Newbegin a estimé que le maintien du statu quo était préférable puisque Duvalier ne nuisait pas aux intérêts américains. Les actions de Duvalier ont laissé les États-Unis dans une position délicate, car le maintien des relations diplomatiques impliquait un soutien implicite. Malgré la situation difficile, le département d'État a renvoyé Newbegin à son poste à Port-au-Prince le 30 mai, dans l'espoir de maintenir une relation distante mais correcte avec Duvalier. La démarche de Kennedy était de continuer à entretenir des relations avec Duvalier, puisqu'en réalité, il avait un mandat légal jusqu'au 15 mai 1963. Cependant, les sentiments anti-Duvalier grandissaient à Washington, mais sans apporter une solution claire pour déloger Papadoc. Le problème Duvalier était complexe. Premièrement, les Américains n'ont pas voulu être trop durs avec lui pour l'empêcher de rejoindre le camp de l'Est. Il n'y avait alors pas d'alternative viable à Duvalier. Fignolet et Desjoie, en exil, ont trop sympathisé avec les communistes. De plus, la chute de Duvalier pourrait ramener l'instabilité qui régnait dans le pays avant son arrivée au pouvoir, et pire, faire émerger des individus hostiles aux intérêts américains. Face à cette complexité, Kennedy a décidé de pousser progressivement Duvalier hors de ses fonctions d'ici la fin de son premier mandat légal, plutôt que d'utiliser des actions immédiates. Jusqu'à ce qu'une alternative raisonnable soit identifiée, les États-Unis prévoyaient de maintenir une relation de travail minimale avec Duvalier. La stratégie de Washington était d'isoler Haïti du reste de l'Amérique latine en coupant l'aide et en encourageant d'autres pays d'Amérique latine à tenir Duvalier responsable des violations des droits de l'homme au sein de l'Organisation des États américains, OEA. La Maison-Blanche espérait qu'avec une pression suffisante,
Duvalier pourrait démissionner en 1963 à la fin de son mandat légal et permettre une élection démocratique. Cette nouvelle stratégie conduira à une réduction considérable de l'aide américaine à Haïti à partir d'octobre 1961, alors que l'économie du pays est dans un état lamentable. Haïti ne pouvait pas non plus bénéficier du programme Alliance pour le progrès de Kennedy. Au cours de ce même mois d'octobre, Louis Mars, le fils aîné du docteur Jean Price Mars, est devenu le nouvel ambassadeur d'Haïti à Washington. Cependant, de nouveaux développements sur la scène internationale va offrir à Papa Doc de nouvelles cartes à jouer. En décembre 1961, le président de la Colombie, Alberto Lleras Camargo, un allié américain, convoque une nouvelle réunion des ministres des Affaires étrangères des pays de l'OEA pour régler la question cubaine. Une session spéciale de l'OEA aura lieu en Uruguay à Punta del Este le 22 janvier 1962. Au début de 1962, alors que le nouvel ambassadeur américain Raymond Thurston prend ses fonctions à Port-au-Prince, Duvalier lance les hostilités. Le 2 janvier, le jour de la fête des aïeux dans un fervent discours, Duvalier accuse les États-Unis de simplement répondre à ses demandes d'aide par de beaux sourires et des promesses. Il a fait valoir que les États-Unis négligent les problèmes d'Haïti en raison de politiques racistes et anti-noirs. On n'a jamais aimé la République d'Haïti. Les critiques formulées contre la République d'Haïti remontent au lendemain même de notre indépendance nationale. Pourquoi? Parce que la question doit être considérée et discutée sous l'angle racial. Parce que nous sommes un peuple noir. Nous sommes le premier peuple noir à conquérir notre indépendance nationale, les armes à la main. Il n'y a pas d'exemple dans le monde de ce genre. Nous avons réalisé une épopée unique. Et la question a pris une ampleur telle parce que ce peuple actuellement est dirigé non point par une doublure, mais par un intellectuel qui connaît les vraies aspirations, les vrais besoins de ce peuple et de cette race. Duvalier accuse également Kennedy de violer l'esprit de l'Alliance pour le progrès parce qu'il refuse d'aider le pays le plus pauvre de l'hémisphère. En outre, il a accueilli le diplomate polonais Aleksander Bekier, discutant des possibilités potentielles pour Haïti de recevoir de l'aide des pays du pacte de Varsovie. La conférence de Punta del Este débute le 22 janvier 1962. La délégation haïtienne, conduite par le ministre des Affaires étrangères René Chalmers, comprend également l'ambassadeur Louis Mars, Hubert Carré, Jules Blanchet, Raymond Moïse et Louis Zélie. La plupart des pays d'Amérique centrale se sont alignés sur la position américaine pour imposer des sanctions sévères à Cuba. Les grandes nations comme l'Argentine, le Brésil, le Chili et le Mexique se sont toutefois opposées à la condamnation et à l'exclusion de Cuba de l'OEA. Et il était pratiquement certain qu'Haïti allait soutenir les États-Unis pour sanctionner Cuba. Le président Duvalier a persécuté les communistes réels et présumés en Haïti, présentant leurs arrestations et exécutions comme une démonstration de son engagement envers la cause anticommuniste. Il a offert à l'armée américaine un accès à des emplacements stratégiques en Haïti pour une ligne plus directe vers Cuba. Castro n'était pas l'ami de Duvalier. Il a fourni protection et assistance aux adversaires de Duvalier. Mais, surprise! Le premier jour de la conférence, la délégation haïtienne a abandonné le groupe des 13, qui était le groupe ouvertement pro-américain qui avait appelé à la tenue de la conférence, et a rejoint le groupe des 6 pays neutres et pro-cubains. Le 27 janvier, René Chalmers renforce la position d'Haïti. Dans son discours, Chalmers a livré un véritable argument en faveur du régime castriste. En conséquence, les États-Unis n'avaient plus les 13 voix complémentaires pour expulser Cuba de l'OEA. Cela obligera le secrétaire d'État américain Dean Rusk à négocier avec la délégation haïtienne. Thurston, l'ambassadeur américain en Haïti, proposera à Duvalier un accord pour la réalisation de grands projets d'infrastructure, dont 2,8 millions de dollars pour la construction d'un aéroport. Le 29 janvier, le président Duvalier tient une réunion avec les ministres Clovis Desinor, Hervé Boyer et Adrien Raymond pour parvenir à une décision formelle. Le même jour, il envoie un télégramme à Chalmers en Uruguay disant « Je vous réitère l'ordre formel de voter en faveur des États-Unis. »
Cuba a été expulsé de l'OEA par un vote de 14 contre 7. Dans son livre intitulé « Mémoire d'un leader du tiers-monde », Duvalier dira à propos de la conférence de Punta del Este, une opinion pragmatique voulait que le rôle primordial de la politique extérieure d'un État consiste dans la défense de ses intérêts, surtout économiques. L'aide américaine a repris immédiatement après la conférence. Début avril 1962, l'administration Kennedy a annoncé que 7,2 millions de dollars avaient été déboursés pour des programmes d'aide économique et technique en Haïti. Quelques semaines plus tard, le Development Loan Fund a prêté 3,4 millions de dollars à Haïti pour la construction d'une autoroute. Malgré tout cela, les relations amicales entre Duvalier et Kennedy se sont rapidement estompées après la conférence de Punta del Este, alors que l'administration Kennedy commençait à réévaluer la situation haïtienne d'un point de vue régional. Ils ont conclu que le régime de Duvalier, autrefois considéré comme un allié contre Castro et le communisme, était désormais une menace pour la vision démocratique de l'Amérique latine et des Caraïbes. La Maison-Blanche craignait que la dictature de Duvalier ne déclenche un soulèvement des masses qui pourrait ouvrir la voie à une révolution communiste en Haïti. Après une rencontre avec Duvalier en juin 1962, l'ambassadeur américain Thurston a conclu que le président Duvalier n'avait aucune intention de céder les rênes du pouvoir en Haïti à quelqu'un d'autre et a incité Kennedy à agir plutôt qu'à attendre la chute de Duvalier. La nouvelle politique américaine envers Haïti visait à identifier et à soutenir une alternative viable à Duvalier, avec une date cible pour l'achèvement de cette opération fixée à mai 1963, à l'expiration du premier mandat de Duvalier. Pour atteindre cet objectif, diverses méthodes, excluant le déploiement de forces extérieures, ont été employées. Le premier plan d'action consistait à réduire l'aide économique américaine à Haïti en raison de la corruption endémique et du détournement de fonds par l'administration Duvalier. Cela comprenait la prise de contrôle de la gestion des dons et des prêts, la réduction du personnel et du budget de l'USAID en Haïti, et même la suspension de l'aide négociée à Punta del Este et le blocage des décaissements de prêts des agences internationales, gelant ainsi le soutien économique américain à Duvalier. Un autre élément de la nouvelle politique américaine pour affaiblir Duvalier était de se débarrasser des tontons macoutes. Les États-Unis entraînèrent l'armée haïtienne depuis 1958, mais en juillet 1962, Kennedy suspendit les expéditions d'équipements militaires vers Haïti, tout en maintenant la mission navale américaine dans le pays. Kennedy a cherché à préserver l'influence utile de la mission sur l'armée pour la maintenir sur une position pro-américaine en vue des préparatifs post-Duvalier. Les États-Unis savaient que Duvalier utilisait l'aide militaire pour renforcer les tontons macoutes. Au fur et à mesure que la milice grandissait, cela diminuait la possibilité d'utiliser l'armée régulière pour changer la situation en Haïti. Par conséquent, Kennedy a décidé que la milice devait être abolie. En juillet 1962, le chef de la mission navale américaine, le colonel Robert Heinle Jr., a écrit une lettre détaillée au chef d'état-major de l'armée haïtienne, le général Jean-René Boucicaut, critiquant l'existence de la milice et son impact négatif sur les forces armées officielles. Heinle recommanda la dissolution immédiate de la milice. Cette décision faisait partie de la stratégie américaine visant à affaiblir Duvalier et à faciliter son renversement. Les États-Unis avaient l'intention d'utiliser l'armée haïtienne pour résoudre le problème Duvalier et ont donc cherché à s'allier avec le chef d'état-major de l'armée. En s'adressant publiquement à Boucicaut à ce sujet, Heinle visait à inciter l'opposition à Duvalier, signalant à toute l'armée que les États-Unis étaient prêts à s'impliquer dans tout conflit entre l'armée et le président. En ce même mois de juillet 1962, un groupe d'actuels et d'anciens militaires a contacté l'ambassade des États-Unis avec un plan pour renverser Duvalier. Bien que l'ambassadeur américain Thurston ait signalé cela comme étant des opposants les plus sérieux contre Duvalier à ce jour, l'administration Kennedy a choisi de ne pas soutenir le coup d'État en raison de doutes quant à son succès et d'un leadership peu clair. Le président Duvalier va finir par prendre connaissance du plan. Il décide de jouer le chef d'état-major de l'armée contre la mission américaine en demandant au général Boucicaut de désavouer publiquement la demande de Heinle de dissoudre les tontons macoutes. Boucicaut a refusé et a été congédié immédiatement par Duvalier. Le soir même de son limogeage, il se réfugie à l'ambassade du Venezuela avec sa femme et ses 4 enfants.
Tirant les leçons de l'expérience Boucicaut, Duvalier a choisi un homme moins proche des États-Unis, le colonel Gérard Emmanuel Constant, pour devenir le nouveau chef d'état-major de l'armée. À cette époque, le colonel Constant avait un fils de 6 ans qui allait également se faire un nom dans des événements futurs. Au début de 1963, Kennedy, après la crise des missiles de Cuba en octobre, décide d'impliquer la presse américaine dans son plan anti-Duvalier, visant à stimuler les médias nationaux et internationaux à publier des rapports négatifs sur Haïti et à préparer l'opinion publique à une éventuelle intervention américaine. Il a également tenté d'impliquer d'autres pays dans ses efforts, encourageant les pays membres de l'OEA et de l'OTAN à isoler diplomatiquement Duvalier et envisageant même une intervention militaire coordonnée. Des événements tragiques vont se produire alors en Haïti, rendant la chute de Duvalier presque certaine. Le préambule était une détérioration des relations entre Haïti et les États-Unis. Le 4 février 1963, l'ambassadeur d'Haïti à Washington, Louis Mars, a envoyé au gouvernement américain la demande formelle de rappeler le colonel Robert Heinel. Du 10 au 14 avril, plusieurs hauts responsables militaires dirigés par le colonel Lionel Honora, pro-américain, prévoyaient de renverser Duvalier du pouvoir lors de ces célébrations d'anniversaire en avril. Malgré leur demande d'armes et de munitions, les États-Unis ont refusé leur assistance. Duvalier a découvert le complot alors que les conspirateurs tentaient d'accéder aux armes de l'arsenal haïtien situé dans le sous-sol du Palais national. Il va renvoyer 70 officiers supérieurs de l'armée, dont beaucoup avaient des liens avec la mission navale américaine ou avaient été formés par les marines. De plus, le gouvernement a indirectement accusé le personnel américain en Haïti d'avoir inspiré la tentative de coup d'État. Le ministre de la Défense Luc François a publié un communiqué indiquant que le complot militaire a été tenté avec la complicité de certains étrangers résidant sur le territoire national. La situation a gravement entravé la capacité du personnel militaire pro-américain à coordonner un effort pour renverser Duvalier. Par la suite, Duvalier a demandé le départ immédiat de la mission navale américaine en Haïti et déclarera l'ambassadeur américain persona non grata. Le matin du 26 avril 1963, des hommes armés ont tiré sur la voiture transportant les enfants de Duvalier, Simone et Jean-Claude, alors qu'ils se rendaient à l'école au Collège Byrd. 2 gardes du corps et le chauffeur ont été tués. Les enfants n'ont pas été blessés, mais le père était furieux. L'attaque a été orchestrée par Clément Barbeau. 3 ans auparavant, Clément Barbeau, ancien chef des Tontons Macoutes et partisan de Duvalier, avait été arrêté et incarcéré à Fort-Dimanche. Il était soupçonné d'avoir tenté de consolider son pouvoir personnel alors qu'il remplissait la fonction de président par intérim pour Duvalier, qui se remettait d'une crise cardiaque. Duvalier a libéré Barbeau après 18 mois de prison. Cependant, Barbeau est sorti de l'incarcération avec un désir de vengeance. Cette journée du 26 avril fut une journée où la terreur du régime Duvalier atteignit un degré jamais vu auparavant. Les officiers qui ont été démis de leurs fonctions lors du coup d'État manqué et leurs familles ont été pourchassés et, dans certains cas, massacrés. Les jeunes enfants n'ont pas été épargnés. L'un de ces officiers, le lieutenant François Benoît, un tireur d'élite, qui s'était caché à l'ambassade dominicaine depuis la veille, a été spécifiquement accusé par Duvalier d'être l'auteur de l'attaque contre ses enfants. Duvalier a affirmé que l'ambassade l'avait laissé sortir pour commettre le crime. Il a ordonné à sa garde présidentielle d'occuper l'ambassade dominicaine à Pétionville, mais Benoît et d'autres se cachaient à la résidence de l'ambassadeur. Juan Bosch, le président dominicain, a réagi en lançant un ultimatum à Haïti et a menacé d'envahir le pays si Duvalier ne retirait pas ses hommes de l'ambassade. Des troupes de l'armée dominicaine ont été envoyées à la frontière. Les excès de Duvalier venaient de l'entraîner dans une crise qu'il ne voulait pas. Le 3 mai, la loi martiale est déclarée en Haïti. Couvre-feu à Port-au-Prince. Le 7 mai, le gouvernement américain a ordonné l'évacuation de toutes les personnes à charge du personnel américain en Haïti. Le 13 mai, l'armée haïtienne a informé le président Duvalier que 7 navires de guerre américains et un porte-avions sont entrés dans les eaux territoriales haïtiennes. Des rumeurs commencent à circuler à Washington et en Amérique latine, selon lesquelles Duvalier quittera le pays. Louis Desjoie et Daniel Fignolet
ont formé un gouvernement en exil à Porto Rico. Les responsables américains confirment que 8 réservations anonymes ont été faites pour le 15 mai sur un vol matinal de la compagnie aérienne haïtienne à destination de Curaçao. Ils ont ajouté que 8 réservations avaient également été faites pour un vol KLM Royal Dutch Airlines à destination de New York qui quittera Curaçao à 10h30. À New York, Pan American World Airways a déclaré avoir 4 réservations pour Paris au nom de Duvalier sur le vol 114. On pense que depuis Paris, la famille Duvalier s'envolerait ensuite vers l'Algérie, leur destination finale. La Maison-Blanche n'a pas reconnu le gouvernement fignolé des joies. Kennedy avait son propre plan. Le 14 mai, le secrétaire d'État Rusk a décrit dans un télégramme la stratégie de l'administration Kennedy pour l'ère post-Duvalier en Haïti, aux ambassadeurs américains à Port-au-Prince et à Saint-Domingue et aussi aux Nations Unies. Le plan prévoyait la création d'un gouvernement provisoire composé principalement de personnalités favorables aux États-Unis, dont certaines étaient en exil aux États-Unis et comprenant un membre de la Cour suprême haïtienne pour la légitimité locale. Le télégramme de Rusk a également abordé les projets de reconnaissance internationale, le département d'État cherchant le soutien d'alliés européens et latino-américains. Le général Boucicaut, à Kingston à l'époque, annoncera le nouveau gouvernement au public haïtien. Avec la participation de certains pays de l'OEA, les États-Unis, dont la flotte se trouvait déjà dans les eaux haïtiennes, interviendraient à la demande du gouvernement provisoire. Le matin du 15 mai 1963, Thurston invita des journalistes à sa résidence, anticipant les nouvelles de la chute de Duvalier. Cependant, en début d'après-midi, une conférence de presse a été donnée au Palais national par le président François Duvalier, qui est resté calme et confiant. Il était toujours président d'Haïti et n'avait pas l'intention de partir. L'administration Kennedy a dû une fois de plus envisager de nouvelles approches pour faire face à Duvalier. I think we've got to review the bidding from the ground up on that now and see just where we go on that. If it's possible for us to trade a fresh start on our side with a fresh start on Duvalier's side, maybe we have to work at it from that direction at the moment. But most of our fellows here think that Duvalier is absolutely irretrievable. But yet there's no clear answer now as to what that means and what to do about it. Yeah. So I'll be talking with the fellows later this morning. It seems to me we ought to be able to build up some sort of a force that we could use as the excuse. In other words, the Cuban thing, but do it with a little more judgment. But it seems to me we ought to have that force being developed anyway. Yes, I think we ought to look at the big alternatives here. And the other thing is really whether Thurston, if he's going to stay on, there's no sense really in having an ambassador. I'm sure it isn't Thurston's fault that his persona non. Well, if we could trade that for some changes in Duvalier's government. Yeah. After all, if he's asking us to change some top people, we might get across to him that if he gets rid of a couple of these bad eggs right next to him, that we could perhaps both of them start off on a fresh start. Yeah. Try it out. Right. Les Américains espéraient qu'après les massacres d'avril et l'expiration du mandat légal de Duvalier, il y aurait des troubles dans la capitale qui pourraient justifier l'intervention des 2500 marines qui se trouvaient déjà dans les eaux haïtiennes. Mais Port-au-Prince est resté calme. Et au contraire, des milliers de partisans de Duvalier, pour la plupart des paysans transportés de leur village, sont venus l'acclamer pour sa fête du 22 mai. L'ambassadeur Thurston a été appelé à Washington pour consultation. La nouvelle approche consiste à limiter l'implication des États-Unis dans le renversement de Duvalier et plutôt favoriser le financement et le soutien des Haïtiens à agir contre le régime. Ils ont convenu avec Juan Bosch d'aider les Haïtiens exilés et de faire de la République dominicaine une zone de transit pour tout effort paramilitaire dirigé contre le gouvernement Duvalier. Pendant ce temps, Duvalier s'oppose au retour de l'ambassadeur Thurston à Port-au-Prince et appelle son propre ambassadeur à Washington, Louis Mars. Il a annoncé la mise en place d'un nouvel ordre en Haïti et d'un plan d'urgence pour répondre aux besoins financiers du pays sans aide internationale. Ce plan, a-t-il dit, sera notre alliance pour le progrès. Et sa bonne étoile était toujours là. Les tontons Macoutes capturent et tuent Clément Barbeau et son frère Harry en juillet 1963. Plusieurs tentatives d'invasion armée par des Haïtiens exilés en République dominicaine, dont celle de Léon Cantave,
ont lamentablement échoué. Le 25 septembre, après seulement 7 mois au pouvoir, Bosch est renversé par un coup d'État par l'armée dominicaine. Le 22 novembre, Kennedy lui-même a été assassiné à Dallas, au Texas. Et la cerise sur le gâteau, Kennedy est mort le 22. Le numéro mystique de Duvalier. Il dira plus tard qu'il avait jeté un sort sur Kennedy. Il semble qu'il y ait une répétition du 22 dans votre carrière. C'est mon chiffre mystique, n'est-ce pas? Ça revient. Même pendant ma vie révolutionnaire, chaque fois qu'il y a une chose, c'est toujours un 22. Un 22, c'est exact. Est-ce qu'il y a cependant des exceptions? Excellence. Est-ce qu'il y a des exceptions? Est-ce qu'il y a des fois que ce n'est pas un 22? Non, c'est toujours un 22. Lyndon Johnson, le nouveau président des États-Unis, n'était pas un idéaliste comme son prédécesseur et était beaucoup plus absorbé par la guerre du Vietnam. Duvalier ne représentait pas une menace pour les intérêts américains et de plus, il luttait contre les communistes dans son pays. Cela lui suffisait. Alors, vivre avec Duvalier était de retour. Et le 22 juin 1964, Duvalier, se sentant plus à l'aise, après une nouvelle élection, se déclarera président à vie.